vous êtes le président du CRIF, c'était important de signifier par les mots du chef de l'État ce qui s'est passé, le plus grand massacre antisémite du siècle. Oui, c'est important de le dire dans ces termes, de ne pas réduire ça au conflit israélo-palestinien, comme on a tendance souvent à le faire. C'était avant tout une déflagration antisémite portée par une idéologie islamiste, celle du Hamas, qui a visé des juifs, parce que c'est ça qui a été prononcé comme tel par les terroristes. C'est important, cet hommage, parce que ça a contribué à faire rentrer peut-être enfin dans la conscience des Français ces 42 destins, ces 42 noms, ces 42 visages, et que ça ne se réduise pas simplement à un chiffre, mais bien à des personnes auxquelles on peut s'identifier. Vincent Hervouette, cela rend d'autant plus incompréhensible, je dirais, le fait que le président ne soit pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Je ne suis pas sûr. Non ? Vous pensez que c'est cohérent, en fait ? Non, je vous avoue que moi, je suis très embarrassé parce que j'ai écouté avec attention ce discours, très écrit, très émouvant, magnifique, vraiment très, très bien écrit, un peu emphatique, mais touchant au cœur. J'ai vu l'émotion du président, tellement ému qu'à un moment, je me suis demandé si on était dans la cour des Invalides, avec le chef des armées, le chef de l'État, ou si on était dans la cour du Palais des Papes à Avignon pendant l'été. Et toute ironie mise à part... Oui, mais il y a quand même de l'ironie dans vos propos. Toute ironie mise à part, il y a, si vous voulez, on juge une politique à ses résultats. Il y a 3 Français qui sont actuellement disparus à Gaza, et dont on n'a aucune nouvelle, qui sont donc a priori des otages. L'ardent devoir de tout l'État, c'est de les récupérer. On a l'impression qu'il y a là une impuissance totale. Mais ce n'est pas antinomique de l'hommage national. D'accord. Mais moi, j'entends le président qui dit « Ceux qui tuent par haine trouveront toujours face à eux ceux qui sont prêts à mourir par amour. » Eh bien, je suis désolé. Mais moi, en tant que Français, je ne suis pas prêt à mourir par amour sous le couteau de fanatiques, quels qu'ils soient. De la même manière, quand j'entends le président expliquer que jamais nous ne laisserons prospérer l'esprit de revanche, alors c'est ignorer tout des lois de la guerre. Tout des lois de la guerre. Parce que la force... Alors, nous, on va faire un hommage dans je ne sais pas quand d'ailleurs, aux victimes françaises qui sont morts sous les bombardements à Gaza. Et on a l'impression que la France est devenue une espèce d'église de bons sentiments, ouverte, et le président de la République étant lui-même une sorte de, je ne sais pas quoi, de grand prêtre d'une église laïque et multiethnique. Ben, c'est pas ça. Alors, très bien de réunir, bien sûr. Très bien de pleurer les morts. Ça veut dire, Vincent Hervouette, que le président de la République ne se pense pas à la tête d'un pays en guerre. C'est surtout ça que ça veut dire. Ah oui. Mais bah oui. Et il se trompe ? Ben non, oui, il se trompe. Il se trompe, nous sommes en guerre. Évidemment qu'on est... Mais attendez, on n'est pas en guerre depuis le 7 octobre. Bien sûr. On est en guerre depuis très longtemps. On en a conscience depuis le Bataclan, depuis les morts de Charlie Hebdo, etc. On a conscience quand même qu'il y a un ennemi qui nous veut... Oui. Et alors, bon, avec Israël et avec ces Français qui ont été pris dans cette razzia épouvantable et dans ce massacre, il a raison, le président Macron, de parler du plus grand crime antisémite commis depuis le plus grand pogrom depuis le début du siècle. Évidemment qu'il a raison. On le soutient, on applaudit, on est d'accord. Mais en même temps, les Français qui sont là, contrairement à ce qui se passe depuis 40 ans où la politique étrangère de la France est obnubilée par les affaires d'otages, contrairement à ce qui s'est passé au Liban dans les années 80, ces Français n'ont pas été assassinés parce qu'ils étaient Français. Leurs tueurs les ont massacrés parce qu'ils les avaient là, sous la main, et parce qu'ils étaient juifs. Évidemment. Évidemment. Donc, qu'on leur rende hommage, qu'on rassemble la nation autour de leur calvaire, qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé, tout à fait d'accord. Mais il y a une espèce de glissement, quelque chose qui me met profondément mal à l'aise, moi, dans la cérémonie ce matin. Pardon si je vous choque. Non, mais Rachel va réagir après. Non, mais je suis assez d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui me frappe, moi, dans le décalage entre la société française et la société israélienne, c'est vrai que nous, on répond à la Kalachnikov par le violon, et que là-bas, ça se passe autrement. C'est une société en guerre non, mais c'est vrai qu'ils ne répondent pas au terrorisme par des bougies ou par des là, oui. Mais pas toujours.
Vous savez, la France s'est battue, elle s'est battue en Syrie, elle se bat un peu partout. Hein. Oui, oui. On a des services qui font le boulot quand même. Mais là, il y a 2 manifestations, et on a l'impression qu'avec toute cette émotion, une sorte de renvoi dos à dos dans un prêchi-prêcha qui me dérange quand même. Rachel Kahn et j'avoue. M. Arfi. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Comparer les Invalides à la cour du Palais des Papes, je ne suis pas du tout d'accord, surtout parce qu'il y avait les familles des victimes qui étaient présentes, cette réhumanisation, et qu'en tant que Français, depuis le 7 octobre, on s'est senti seul, et l'extrême gauche n'a cessé d'attiser la peur, et que là, enfin, on a eu des mots qui étaient sur l'unité et des mots qui nous font tenir debout dans un patrimoine commun que nous avons, qui est celui de la République. Vraiment, je suis très lucide sur les nounours et les bougies, etc. Mais je trouve qu'on n'était pas du tout ce matin dans ce cadre-là. Vous ne trouvez pas qu'il y en avait un peu trop quand même? Je trouve qu'aujourd'hui, nous devons être solides et solidaires et ne rien laisser passer de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, tendre la main à nos jeunes. Il y avait des jeunes qui étaient là, tendre la main ou les corriger lorsqu'ils dépassent les bornes avec des propos qui sont anti-républicains, et que c'est à chacun d'entre nous d'être exigeant par rapport à ça. Monsieur Arfi, une réaction à ce que vient de dire. Un des paradoxes, c'est que pour une partie des Français, ce sont nos morts, mais ce n'est pas notre guerre. Or, c'est notre guerre d'une certaine manière, puisque évidemment, l'idéologie qui a armé les terroristes du Hamas, elle nous vise aussi. Et d'ailleurs, cette même idéologie a produit aussi, l'islamisme a produit aussi 2015 en France, 2012, enfin, on a eu une série d'attentats qui nous ont visés. Donc, ce sont nos morts et c'est notre guerre d'une certaine manière. Et c'est ça qu'il n'est pas facile de faire entendre et dont on peut effectivement débattre. Geoffroy Lejeune, sur le côté emphatique de cette cérémonie. Oui, moi j'ai trouvé ça un peu joué. Après, j'ai rarement vu Emmanuel Macron ne pas jouer son texte, hein, donc on n'est pas en train de le découvrir. Et sur la question de la guerre, moi je suis un peu, un peu d'accord avec Vincent Herouet, au sens où disons qu'il a dit on est en guerre contre le Covid. Il l'a dit, il l'a répété beaucoup, et on sent un peu moins de détermination aujourd'hui, mais pour des raisons qui ont été dites auparavant, c'est-à-dire qu'en fait la ligne de la France n'est pas super claire dans cette affaire. Vous avez raison, on n'est pas obligé de lui reprocher. En revanche, on peut lui reprocher l'expression publique de ses hésitations. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs temps, plusieurs moments, plusieurs discours un peu différents, et on a du mal à comprendre où on se situe dans cette opération. Mais là, c'était clair, net et précis. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va voir aussi que le président a évoqué le fait que nous sommes 68 millions de Français en deuil. On va voir que ça fait aussi beaucoup réagir. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va écouter Emmanuel Macron. 68 millions de Français sont en deuil. C'est ce qu'il a dit ce matin lors de la cérémonie d'hommage national aux Invalides. Écoutez-le. Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions, moins 40 de vies fauchées. 68 millions, dont 6 vies blessées. 68 millions, dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité. 68 millions, dont 3 vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour. Voilà pour les mots du président de la République. 68 millions de Français endeuillés. On aimerait que ce soit vrai. On a été rejoint par Franck Tapiro, qui est publicitaire. Bonsoir. Bonsoir. Émilie Moati, vous êtes ambassadrice de l'association Bring Them Home. Ramenez-les à la maison. Il s'agit bien sûr des otages. Vous étiez à cet hommage, évidemment, ce matin. Les mots du président français, c'est important pour toutes les victimes qui étaient là. Et oui, bien sûr, c'était important, c'était triste. Et on était beaucoup touchés par les mots qu'il a dit, surtout. Il a dit quelque chose comme il y a des crimes qui arrivent par la haine sur les gens qui vivent pour l'amour. Et c'est quelque chose qui ne peut pas vivre ensemble dans le monde. Et vraiment, ce n'est pas une question politique, c'est une question humanitaire. Et ça nous a touché beaucoup que la France était la première qui a fait cet jour important. Et vous vous battez pour les otages, pour le retour des otages, oui. Qui sont toujours aux mains du Hamas. Oui, on a encore des otages là-bas à Gaza. On s'inquiète beaucoup parce que chaque jour qui passe,
c'est un jour qu'ils sont en danger, en vrai danger. On parle avec des otages qui sont rentrés chez nous et ils nous racontent des cauchemars, des choses très, très mal qui ont passé physiquement et psychologiquement. Et on demande à tout le monde, on a fait sortir beaucoup de délégations dans le monde entier. Je suis désolée, ma français, elle n'est pas assez. Votre français est très bon. Et on demande à tout le monde entier de faire tout ce qu'on peut faire pour libérer les otages le plus vite possible. Chaque jour, ils sont en danger là-bas à Gaza. Bien sûr. Franck Tapiro, vous étiez aussi à cet hommage. Oui. On a entendu Emmanuel Macron, 68 millions de Français en deuil. On aimerait qu'ils disent vrai. On sait que ce n'est pas le cas. Mais c'est important d'invoquer, encore une fois, le fait que la nation puisse... Oui, il représente la nation française. Donc, il l'appelle de ses voeux, mais il incarne aussi cette nation. Et oui, comme on l'a dit, il aimerait que tous les Français puissent respecter cet hommage à ses victimes. Mais c'est son rôle. Et c'était son rôle aussi, d'abord, déjà dans l'intitulé, déjà dans l'invitation, ce qui était projeté, quelque chose aussi qui remet un petit peu les choses en place, c'est les victimes des terroristes, les victimes terroristes du Hamas. C'est important. Alors, on aurait pu imaginer aussi islamiste. Moi, j'aurais aimé que ce mot figure. Pas trop en demander non plus. Mais il ne faut pas en demander non plus. Mais déjà, il y a le mot terroriste qui est très intéressant avec tout ce qui s'est dit en France, malheureusement, dans la classe politique, dont certains qui étaient présents. Je parle de la France indigne, qui a rajouté de l'indécence. Vous voulez parler de la France insoumise? Je fais un sous-titre pendant oui, parce que l'acronyme LFI maintenant. Non, mais je précise. Voilà, absolument. Ils ont été là alors qu'ils ont dit que le Hamas est un mouvement de résistance. Et donc, que les victimes étaient des victimes logiques. Donc, c'était des génocidaires, comme ils disent, appartenant à un pays d'apartheid. Donc, il faut être cohérent dans la vie. Donc, il n'y a pas eu de cohérence. Ils ont été pour des raisons électorales qu'eux estiment être une problématique de concorde républicaine. Ils n'avaient rien à faire là. D'ailleurs, les familles et des otages se sont exprimées. Mais le chef de l'État, au moins, a remis les choses au clair. Parfois même, si lui, il n'avait pas été très clair, il a clarifié les choses. Là, au moins, c'est clair. Mais on a dit que c'était tardif. Eh bien voilà, on est quand même le seul pays au monde qui l'a fait de façon officielle. Donc on ne peut pas toujours se plaindre. Geoffroy Lejeune de JDD, vous voulez réagir? Mais il y a quelque chose presque en vous écoutant tous les deux qui me fait de la peine, c'est que vous êtes en train de vous féliciter que le mot terroriste ait été écrit sur la projection de l'intitulé de cette cérémonie et de vous féliciter, chère madame, qu'un pays dans le monde s'intéresse au sort des otages. Et en fait, je me dis, entre le 7 octobre où tout ça paraissait évident, c'est-à-dire le jour de l'attaque, on a commenté, le monde entier a commenté en disant qu'il y avait une forme d'unanimité, de soutien, de compassion, etc. On est 4 mois après et ça a l'air de vous paraître quelque chose de formidable qui vous rend heureux, qui vous émeut, c'est dire le chemin parcouru depuis. Vincent Hervouet. Le chemin parcouru, c'est que la guerre continue. Le chemin parcouru, c'est que le Sud global, pourrait-on dire, s'est solidarisé avec les Palestiniens contre l'Occident. Le chemin parcouru, c'est que depuis qu'Israël se retrouve mis en accusation par un pays africain devant la Cour pénale internationale pour un génocide. Toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. La vérité lourde à comprendre, c'est que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, l'enjeu de Gaza, ça va impacter la vie internationale pendant des décennies, que... Moi, je suis très frappé par la réaction des Africains. C'est extravagant. On a l'impression que tout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient colonisés, la frustration, se reporte aujourd'hui sur Israël, sur la cause palestinienne, la cause sacrée, le malheur palestinien, la victimisation. Et donc, la France se retrouvera tôt ou tard incriminée pour cette manifestation, il faut le savoir. Pour cet hommage national-là. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Bien sûr qu'il faut l'assumer. Je le disais tout à l'heure, en fait. Mais le président va l'assumer. Mais j'espère. Eugénie Bastier. J'ai une question pour Émilie Moiti. Aujourd'hui, il y a 2 objectifs en Israël, c'est libérer les otages et détruire le Hamas. Est-ce que ces 2 objectifs ne sont pas incompatibles aujourd'hui? Je pense qu'on ne peut pas le faire les 2. Il faut choisir. Si ça dépend à moi, première chose, c'est les otages et après, on verra. Et je voudrais dire que la meilleure façon d'être solidaire avec les Palestiniens, c'est être contre Hamas. Parce que le peuple palestinien souffre beaucoup de Hamas. D'abord, c'est un groupe qui voudrait libérer personne. Il travaille pour personne. C'est un groupe terroriste
qui savent faire des terrors, et c'est tout. On dirait une armée, mais c'est une motivation des groupes terroristes. Comment on dit groupe terroriste en français normal? Terroriste. Non, il y a une autre... Djihadiste. Mouvement terroriste. Merci beaucoup. D'accord. Rachel Kahn, vous vouliez réagir depuis tout à l'heure. Il y a tellement d'entrées en fait dans ce sujet. Moi, je retiens malgré tout cette grande émotion et le fait qu'on était en proximité avec les familles dans cet endroit-là, au cœur de la République, aux Invalides, dans un moment de concorde. Et je sais bien qu'on est à côté un petit peu du réel, mais au moins, sur toutes les idéologies fantasmées et délétères et fracturantes, on a remis les mots en place. Ensuite, je trouve que c'est vraiment la meilleure réponse à ce silence qu'on a pu vivre pendant les 4 mois et qu'aujourd'hui, on peut relever la tête quand on marche dans la rue. Effectivement. J'aimerais vous faire entendre le témoignage recueilli par Régine Delfour en Israël d'Adas Calderon, mère de 2 enfants qui ont été libérés par le Hamas. Vous allez l'entendre, elle est très émue et reconnaissante à Emmanuel Macron de ce qu'il a dit aujourd'hui. C'était un hommage très émouvant. Nous avons tous été très touchés. Je voudrais remercier le président de la République, Emmanuel Macron, car il nous soutient depuis le début. Il a montré ce que c'était d'être un vrai leader avec une dimension humaine, une dimension de dirigeant international, et ce n'est pas une position facile. Quand on constate la montée de l'antisémitisme en France, qui ressurgit encore plus fort qu'avant, il a tout de même tenu parole. C'était très émouvant de voir toutes les photos des victimes dans la cour des Invalides au sein de la République française. C'était un événement très important qui donne de l'espoir et de la lumière sur cette situation. Voilà pour ce témoignage, Franck Tapiro. Je confirme totalement ce qui a été dit, puisque pour avoir suivi certaines libérations, dont celle de Miachem de très très près, je veux dire que le chef de l'État était au front. Quand on dit au front, c'est au front matin, midi et soir, et que c'était vraiment son obsession. Même sur les sujets des médicaments aussi. Sur les sujets, absolument, des médicaments. Donc oui, c'est vrai, très peu ou pratiquement aucun chef de l'État ne s'est engagé comme lui. Je peux vous dire que sur l'affaire de Mia et sa libération, sans le chef de l'État, je ne sais pas si elle aurait pu avoir lieu. Je vous l'avais dit ici, pratiquement en direct, mais je vous le redis avec un peu. Mais il reste de nombreux otages encore dans la bande de Gaza. Vincent Herouet rappelait le fait qu'il y en a 3 Français, 130 de façon approximative, parce qu'on ne sait pas ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Quel résultat pour l'instant de la diplomatie française? Est-ce que vous interrogiez Vincent Herouet? Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu la libération de ces otages. Un cessez-le-feu est envisageable? Les négociations ont repris, Vincent? Non, mais oui, on sait que le Hamas a entre les mains une proposition dont on connaît à peu près le contour, 45 otages, 40 à 45 otages, contre 300 prisonniers palestiniens et 6 semaines de trêve, de cessez-le-feu. Ce qui veut dire qu'il restera quand même 55 à 60 otages aux mains du Hamas. Et d'une certaine manière, tant qu'il en reste 10, tant qu'il en reste 1, ils auront un moyen de... Et garderont quand même la main. Voilà, bon, ça c'est l'offre. Ce qui veut dire qu'on discute à travers les Qataris, les Égyptiens, à travers le patron de la CIA, etc., à Paris même à l'occasion, on discute avec le Hamas via des intermédiaires, que c'est quand même un mouvement terroriste. Je suis bien d'accord avec vous. C'est du terrorisme pur ce qui a été fait. Ils ont vraiment ouvert les portes de l'enfer sous les pieds des Israéliens. Ils ont choisi de vraiment les terroriser, de les humilier, de les assassiner, de les massacrer, les traiter comme du bétail, mais pire que du bétail. Donc vraiment, c'est du terrorisme. On est complètement d'accord. Mais c'est pas qu'un mouvement terroriste. C'est bien le problème. Je veux dire, au nord d'Israël, au nord de Gaza ces derniers jours, on a vu la police du Hamas de nouveau patrouiller. Malgré 4 mois de Je peux vous dire, guerre. monsieur, je suis aussi ancienne politicienne. Émilie Moitié, ancienne députée de la Knesset. Oui, je peux vous dire, j'étais servie dans les comités de défense à la Knesset, et je peux vous dire que le Hamas, il faut séparer le Hamas et les autorisations palestiniennes. Ce n'est pas la même chose. Autorité, pardon. Ça, c'est le groupe politique qu'on peut parler avec, qui a une autre motivation. Libérer l'État de Palestine et avoir une identité. Le Hamas, c'est une autre histoire. Crois-moi,
je connais très très bien les sujets. Et dans mon parti, j'étais aussi celui-là qui, tout l'accord de la paix qu'on a, je le connais par cœur. Crois-moi, les Hamas n'ont pas autre motivation sauf le terror, même chez eux, dedans à Gaza. Je connais beaucoup de Gazaouis. Ah, mais je vous crois tout à fait. On est tout à fait d'accord alors là-dessus. peut-être j'ai mal compris. Oui, vous avez mal compris. Peut-être que je suis un peu confus. C'est possible aussi. C'est une confusion avec une organisation pseudo-politique, d'ailleurs qui a été élue en 2006-2007. Et qui sera élue aujourd'hui si on votait en Cisjordanie. Oui, enfin, c'est une fausse barbe. Encore une fois, pour moi, l'organisation politique est une fausse barbe d'un mouvement politique ignoble, immonde, qui d'abord opprime sa population avant d'opprimer les Israéliens depuis 7 octobre et les bombardements incessants depuis des années, depuis la libération de Gaza. Donc n'oublions pas que, vous savez, le Hamas est peut-être paradoxal, mais même s'il peut paraître organisé comme un mouvement politique, est avant tout un mouvement terroriste. Geoffroy, vous êtes d'accord? Geoffroy Lejeune, du GDD. Tout à fait d'accord avec ça, mais je crois que ce que voulait dire Vincent, c'est que si la police du Hamas patrouille aujourd'hui dans Gaza, et en effet ils sont au nord, plus populaires aujourd'hui que le 7 octobre, ça veut dire qu'il y a une progression dans l'opinion, premièrement, et deuxièmement, sur le plan extérieur, moi je suis pas spécialiste de tout ça, mais en tant que Français, Européen, occidental, le 7 octobre, je me sentais appartenir au mouvement qui faisait l'histoire. Aujourd'hui, je me sens minoritaire, j'ai le sentiment que le monde entier nous a tourné le dos. D'ailleurs, ça se vérifie sur la question. Les méchants vous ont piégé, nous ont piégés. On est piégés. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse quand même. Quant à Pierrot, il y a une majorité silencieuse. Dans le monde. Oui, absolument. Je pense. Déjà en France, on voit que pratiquement 75% des Français. Mais nous, on est des Occidentaux, c'est normal. On est des Occidentaux, mais regardez un peu partout. Encore une fois, les minorités s'expriment de façon plus bruyante que les majorités. Et depuis le démarrage de cette affaire, les minorités totalement pro-Hamas, parce que je n'étais pas pro-palestinienne, je n'arrête pas de le dire d'ailleurs sur ce plateau, comment peut-on manifester pour le peuple palestinien en étant pro-Hamas? C'est absolument absurde quand le Hamas lui-même dit la population gazaoui ne nous intéresse pas, c'est à l'UNRWA et à l'ONU de s'en occuper, on ne peut pas les abriter dans nos 900 km de tunnels, etc. Donc il y a une aberration. Mais c'est vrai que l'immense majorité des humains aujourd'hui qui sont pour le camp de la vie, pour le camp de la lumière, ne s'exprime pas, a peur de s'exprimer. Parce qu'il y a un acte de terreur qui a été fait le 7 octobre qui joue sur eux. Les gens ont peur de s'exprimer. Nos amis musulmans qui sont totalement les ennemis du Hamas et de l'islamisme radical ne s'expriment pas assez à cause de cette peur. Donc moi j'espère que la grande bascule de demain, c'est cette union sacrée que j'appelle de mes voeux, je ne suis pas le seul, c'est quand ces majorités silencieuses feront du bruit. Vous savez, Camus disait, le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de parole. Pour qui s'exprime. En guerre, c'est les plus braillards et c'est les plus déterminés qui tiennent le haut du pavé. La guerre est une horreur, notamment à cause de ça. Absolument. Émilie Moati, vous êtes venue spécialement d'Israël pour cette cérémonie. Si vous avez un message à adresser à la France ce soir, quel serait-il? Je pense que les Français doivent être très fiers à eux-mêmes et à leur président et Macron. Merci. Très bien. Bien, merci beaucoup d'être venu. Il est pratiquement 18h.